Merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, donc c'est évidemment un plaisir de participer à cette journée sur la mécanique quantique et vous parler un petit peu de la physique des solides. Alors, j'espère qu'il sera clair pourquoi j'ai choisi ce titre. Peut-on toucher la mécanique quantique? Alors, je vais essayer une première aujourd'hui qui est d'utiliser mon téléphone portable pour manipuler l'ordinateur. Ça a l'air d'être du vice total, mais j'espère que du coup, ça permettra d'avoir le pointeur sur les 3 écrans en même temps. Donc voilà. Il faut utiliser la technologie. Alors, je pense qu'après une journée pratiquement une journée complète d'exposés sur la mécanique quantique, vous avez tous, soit en arrivant, soit peut-être après les exposés précédents, des idées très claires sur la mécanique quantique. D'abord, c'est que ça existe seulement dans les laboratoires, ça existe à très petite échelle ou à très 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 grande échelle. Au niveau cosmique, ça existe surtout à très très basse température et c'est clairement quelque chose dans lequel on ne se trempe pas tous les jours. Donc c'est un petit peu les idées et je voudrais essayer de vous convaincre que c'est faux et que effectivement, sans le savoir, peut-être vous manipulez tous des objets, alors peut-être pas des objets quantiques, mais des objets pour lesquels la mécanique quantique est absolument cruciale pour leur fonctionnement. Alors, je vais faire un petit rappel très rapide de mécanique quantique. J'espérais que Nicolas Gisin parle de fonction d'onde, mais hélas, il ne l'a pas fait. Il a beaucoup parlé d'Alice et Bob, mais pas de psi. Donc, je vais vous parler de psi. Alors, en mécanique classique, on est habitué à avoir des objets qui existent sous forme bien solide. J'ai pris une carte à jouer, allez savoir pourquoi. Et on sait depuis Louis de Broglie que ça n'est pas tout à fait ce qui se passe. Il a eu le prix Nobel en 1929 pour ça. En fait, il y a une dualité onde-matière, c'est-à-dire qu'en fait, on peut représenter toute matière à l'aide d'une fonction complexe, ou si vous préférez, 2 nombres réels, mais c'est plus simple de l'écrire sous forme d'un nombre complexe. Et cette fonction vous dit, en gros, quelle est la probabilité que vous avez de trouver un objet à un endroit en prenant le module au carré, donc disons le carré de la fonction d'onde. Donc si par exemple j'ai une fonction qui ressemble à ça, qui a un pic, disons à un endroit donné, alors vous voyez ici par exemple, eh bien ça veut dire que j'ai beaucoup de chances de trouver mon objet ici et pratiquement aucune chance de le trouver à cet autre endroit. Donc là, jusque-là, ça ressemble beaucoup à la mécanique classique. Par contre, si j'ai un double pic, eh bien, ce que vous dit la mécanique quantique, c'est que tant que vous ne faites pas la mesure, vous ne savez pas si l'objet est ici ou si l'objet est ici. Donc, vous avez un jet de dés au moment où vous faites la mesure pour déterminer à quel endroit vous allez trouver votre objet. Et après, évidemment, une fois que vous l'avez trouvé, il est à l'endroit où vous l'avez trouvé. Alors tout ça, ça semble assez ésotérique, mais ça contraint de façon énorme tout ce qu'on appelle la physique des solides, c'est-à-dire ce qui contrôle la propagation des charges négatives des électrons dans les solides. Donc vous savez très certainement que les solides sont faits d'empilements d'atomes, les atomes étant constitués du noyau qui est chargé positivement et puis d'électrons qui baignent autour. Donc là, on aurait par exemple une représentation idéalisée de noyaux dans lequel il y aurait un fluide d'électrons qui passerait autour de ces noyaux. Voilà une structure peut-être un peu plus semi-réaliste d'un matériau nouveau qu'on appelle le graphène, qui a une très jolie structure hexagonale. Et le point intéressant de la mécanique quantique, c'est que, évidemment, vous avez une structure périodique, et donc quand vous cherchez les solutions pour les ondes qui décrivent les électrons dans cette structure, vous n'avez que quelques ondes qui sont autorisées, et il s'avère que ces fonctions-là, qu'on appelle des fonctions de bloc, le nom de bloc est déjà apparu précédemment, ces fonctions-là ont des énergies très précises qui se répartissent dans ce qu'on appelle des bandes d'énergie. Donc vous avez des espèces d'états quantiques dont la distribution en énergie est un petit peu particulière. Ils sont très regroupés ici. Il y a un gros vide, puis très regroupé ici en énergie, puis un gros vide, puis très regroupé. Alors quand je dis très regroupé, l'écart est de 10-20 en énergie relative, donc c'est vraiment à touche-touche, quoi. Donc vous avez des états autorisés, des états interdits, des états autorisés, des états interdits. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que vous voyez très très bien que si vous utilisez tous les états qui sont ici autorisés et que vous ayez un gros vide pour atteindre les prochains états, c'est un peu comme si vous mettez des sucres dans une boîte de sucre. Une fois que c'est plein, il n'y a plus rien qui bouge. Et si vous voulez que ça bouge, il faut laisser des trous
ou alors occuper partiellement l'un des États libres. Du coup, ça va vous permettre de comprendre très rapidement pourquoi vous avez dans la nature des isolants, pourquoi vous avez des métaux comme le cuivre qui transportent du courant sans problème, et pourquoi vous avez des matériaux bizarres qu'on appelle des semi-conducteurs, qui sont des isolants, mais si vous les chauffez un peu, ils vont devenir métalliques. Ça vous permet de comprendre aussi que en fait, ces effets-là vont rester même à des températures très élevées, c'est-à-dire même à température ambiante. En fait, il y a une échelle d'énergie caractéristique au-dessus de laquelle un solide cesserait d'être quantique, c'est à peu près 12 000 Kelvin, un électronvolt. À cette température-là, vous avez vaporisé le solide, le laboratoire et l'expérimentateur. Donc, si vous prenez des solides à 300 Kelvin, c'est-à-dire la température de la pièce, à peu près, vous avez l'objet que je touche ici, le métal que je touche, a des électrons à l'intérieur qui sont entièrement décrits par la mécanique quantique et pour lesquels les effets quantiques sont extrêmement importants. Alors, comme conséquence, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la mécanique quantique prédit un certain nombre de propriétés, notamment la transmission ou non de la lumière, de la chaleur par des solides. S'il avait été possible de faire des mesures de chaleur spécifiques, c'est-à-dire la quantité de chaleur que vous ajoutez à un solide quand vous changez la température du solide, et que vous ayez fait un calcul classique pour vérifier ce que ça donne, vous vous seriez trompé d'un facteur 1000 par rapport à la réponse qui est prédite par la mécanique quantique. Donc si ces mesures avaient été faites à la fin du 19e siècle, peut-être que les gens se seraient aussi posé la question de savoir pourquoi ça marche aussi mal. Et donc ça vous donne la maîtrise des matériaux. C'est-à-dire qu'avant, la maîtrise des matériaux est une science empirique, où vous essayez, vous essais et erreurs, et la science des matériaux est évidemment quelque chose de très important pour nous. On a même donné des noms d'époques basés entièrement sur la maîtrise d'un matériau. Vous avez l'âge de bronze, l'âge de fer, donc c'est vous dire à quel point on a envie d'être capable de prédire des propriétés des matériaux. Bien, c'est ce que vous donne la mécanique quantique, et ça a donné des bouleversements de la société. Alors je vais vous donner un exemple très bref, c'est comment contrôler le courant qui peut passer dans un circuit. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle une triode, ou peu importe l'objet. Alors là j'ai perdu mon truc, donc je vais prendre le laser, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah ouais, la technologie, ça c'est autre chose. Bon, il faut dire, il y a du Microsoft dessous. Bon, donc vous voyez qu'ici vous auriez une grille qui émettrait des électrons qui sont ici éjectés. Si vous mettez une tension ici dans cette grille, vous les repoussez, donc ils n'atteignent pas l'autre électrode. Et donc, suivant la tension que vous mettez dans la grille, vous pouvez ou non laisser passer du courant dans le système. Alors du coup, eh bien, ça vous donne la possibilité, c'est ce qu'on appelle les tubes à vide, de faire des ordinateurs comme celui-ci qui contenait un gros paquet de tubes à vide, à peu près 18 000. Alors c'est chaud, ça marche mal, etc. Et si vous voulez faire des prédictions sur le futur, je vous en livre une qui date de 1949, où le monsieur de Popular Mechanics Magazine, donc sans doute l'équivalent de Scientific American ou quelque chose comme ça, ou pour la science d'aujourd'hui, dit « Ah, l'ENIAC était équipé de 18 000 tubes à vide et pesait 30 tonnes, et peut-être que les ordinateurs du futur n'auront que 1000 tubes et ne pèseront que 1,5 tonne. » Alors pourquoi le et demi, ça, je vous le laisse. Mais vous voyez, le journaliste scientifique s'est complètement lâché avec une estimation complètement irréaliste du poids des ordinateurs. Et évidemment, comme on en a discuté déjà, la prédiction sur le futur est complètement fausse. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que essentiellement 3 pingouins ici, dans un laboratoire, faisant de la recherche fondamentale et se posant des questions de recherche fondamentale, donc John Bardeen, Shockley et Brattain, ont découvert quelque chose qui s'appelle le transistor et ont ouvert l'âge du silicium pour le XXe siècle, c'est-à-dire l'âge finalement de toute notre époque de l'information et de la communication. Alors le premier transistor, ça ressemblait plutôt à ça. Donc vous voyez, ce n'est pas le transistor auquel vous êtes habitués, mais très rapidement, ça a donné ça, c'est-à-dire l'intégration de millions et de milliards de transistors dans les objets qui nous entourent, et du coup des ordinateurs qui pesaient un petit peu moins qu'1,5 tonne et qui sont parfaitement utilisables avec des puissances qui ne sont pas des énergies énormes. Mais ce n'est pas la seule chose.
La mécanique quantique a donné la maîtrise de la production de lumière, par exemple les diodes électroluminescentes, à une époque où on se bat beaucoup contre le réchauffement climatique, les économies d'énergie, c'est quelque chose qui compte de remplacer les lampes à incandescence par des objets comme ceci. Et à nouveau, ça trouve son origine dans la mécanique quantique. Les caméras que vous avez dans vos téléphones cellulaires, la conversion cette fois-ci de lumière en signal électrique, c'est à nouveau quelque chose qui est possible grâce à la mécanique quantique. Donc, si vous voulez, si vous possédez un téléphone portable, d'une façon ou d'une autre, ou un ordinateur, ou même souvent un beeper, ou quelque chose comme ça, eh bien, vous manipulez journellement des objets qui fonctionnent grâce à la mécanique quantique. Vous touchez constamment des objets quantiques, entre guillemets. Pour vous, l'interaction se fait de façon classique, mais à l'intérieur de ces objets, la mécanique quantique, les petits démons de la mécanique quantique sont à l'œuvre pour vous et pour faire marcher toute votre électronique. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important parce qu'on a l'impression que ces objets viennent de compagnies, de travail d'ingénieurs. C'est important de se souvenir que leur origine, c'est des travaux de recherche fondamentale et qu'une grande partie de ces choses-là étaient des curiosités de laboratoire il y a, on va dire, 50 ans ou 40 ans, qui est le temps typique pour que quelque chose qui est dans un labo fondamental puisse arriver au stade de la société. Alors, on va essayer de faire encore plus quantique, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu les conséquences, je dirais, simples de simplement la dualité onde-matière, mais on va aller, en utilisant un principe un peu plus tordu de la mécanique quantique, on va voir si on arrive à avoir des effets encore plus bizarres. Alors, ce principe, c'est le principe dit d'indiscernabilité. Alors, pour moi, c'est le principe le plus époustouflant de la mécanique quantique. Bon, la matière sous forme d'onde, je sais pas, j'ai peut-être été nourri grâce au livre de Claude Cohen-Tanucci suffisamment clairement pour accepter ça comme une évidence, mais j'avoue que le principe d'indiscernabilité, il est toujours resté là et je n'arrive pas à le faire passer, mais je l'accepte, shut up and calculate, c'est ce que tu disais Nicolas, donc j'ai suivi ce principe-là toute ma vie. Alors qu'est-ce que c'est ? Imaginez que vous ayez deux objets identiques. Alors pour la mécanique quantique, vous avez un objet dans un état quantique que j'appelle alpha, un objet dans un état quantique bêta, et je vous rassure, c'est la seule fois que je montrerai des formules, et vous pouvez vous demander quelle est la fonction d'onde, quel est l'objet qui décrit ces deux objets, l'un à une position x1, l'autre à une position x2. Alors la chose naïve, c'est de dire c'est le produit des deux fonctions d'onde. La première particule est dans l'état alpha, la deuxième est dans l'état bêta. Oui, mais si vous ne les observez pas, il peut se passer ça. Vous les permutez, et vous ne pouvez pas savoir, elles sont identiques. Donc, en fait, ça devrait peut-être être l'opposé. La première particule est dans l'état bêta, la deuxième dans l'état alpha. Alors, en fait, comme vous ne savez pas si ça a fait comme ça ou si ça a rebondi, puisque les particules sont indiscernables, c'est assez facile de vous convaincre que la bonne réponse, c'est de dire que c'est la somme ou la différence de ces deux objets. Et au moins dans des situations simples, c'est la seule possibilité, les deux seules possibilités. Alors, jusque-là, ça va. Où ça ne va plus, c'est que, en fait, dans la nature, ça ne dépend pas de l'âge du capitaine, de la pression ambiante, du temps qu'il fait, de savoir si vous mettez un signe plus ou un signe moins. Il y a des objets pour lesquels ça sera toujours le signe plus qu'il faut mettre. Ces objets, on les a appelés des bosons, ça va être évident pourquoi dans 30 secondes, et il y a d'autres objets pour lesquels c'est toujours le signe moins qu'il faut mettre, et ces objets, on les a appelés des fermions. Ça, c'est une fonction d'onde intriquée. C'est l'intrication dont vous a parlé Nicolas. Mais vous voyez que si vous avez des particules indiscernables, l'intrication n'est pas optionnelle. Ce n'est pas votre choix de préparer une fonction d'onde comme ça. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de mettre ou la somme ou la différence. Attention, on est en train de parler de particules libres, des particules qui n'interagissent pas, qui n'ont pas de force qui s'exercent les unes par rapport aux autres. Vous voyez que même des particules qui n'interagissent pas savent ce que fait la voisine. D'une certaine, ou le voisin. Donc, il y a une espèce de transmission d'informations qui dit que pour certaines particules, vous aurez toujours un plus, pour d'autres, vous aurez toujours un moins. Alors, quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est que si vous mettez un plus, vous voyez qu'une façon de satisfaire ça bien, c'est de dire, je mets alpha et bêta égales. Alors, les bosons, ils aiment être tous dans le même état quantique. Si vous avez un solide, vous avez 100 000 milliards de particules. Et elles vont toutes être intriquées. Alors, ça a une soupe absolument atroce, mais vous n'avez pas le choix.
Et du coup, même pour des particules libres, la mécanique quantique des particules indiscernables est un cauchemar, ou plutôt un rêve, surtout pour les théoriciens comme moi, parce que vous avez une physique extrêmement riche qui va venir de ça. Alors les premiers à avoir prédit ça, c'est Bose et Einstein, et du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ces particules-là des bosons. Pour les particules avec un signe moins, c'est l'inverse. Si je mets le même état ici, vous voyez que ça fait 0. Donc c'est verboten, quoi. C'est complètement interdit. Ce qui veut dire que pour des fermions, chaque fermion de l'univers entier doit être dans un état quantique différent. Et ça a été prédit par Pauli, donc entre 1925 et 1940, et du coup, ces objets-là, et le fait qu'on ne puisse pas les mettre dans le même état quantique, s'appelle le principe de Pauli, et c'est quelque chose qu'on a aussi entendu dans le courant de l'après-midi. Alors, quelles sont les conséquences de cette chose-là? Qu'est-ce qui va se passer à cause de ça? Essayons de regarder ce qui va se passer d'abord pour les bosons. Alors, je vous montre une petite animation qui a été produite par Julien Bobroff à Orsay et qui résume de façon, je trouve, excellente ce qui va se passer si on prend un gaz de particules indiscernables, et voilà. Donc, vous avez une espèce de thermomètre qui représente l'énergie. Donc, vous voyez les particules du gaz qui s'excitent ici, très très bien, qui occupent des états quantiques toutes différents. Et puis, on va baisser la température, et du coup, la fonction d'onde de chacune des particules va grossir. Et les particules se disent, mais je vais baisser d'énergie, donc je vais occuper d'autres états quantiques, voilà, ça se passe comme ça. Et puis tout d'un coup, les bosons vont se dire, mais pourquoi on ne se mettrait pas tous dans le même état quantique? On serait tellement plus heureux, on satisferait le principe d'indiscernabilité, et donc il y a une certaine température critique, en dessous de laquelle il va se produire une catastrophe, et cette catastrophe s'appelle la condensation de Bose-Einstein, et tout d'un coup, tous les bosons vont acquérir la même fonction d'onde. Ce qui veut dire que vous avez 100 000 milliards de particules, donc plus que le nombre d'étoiles dans l'univers, qui sont toutes dans un seul état quantique. Donc c'est comme si vous aviez un gros objet quantique macroscopique que vous pourriez presque toucher. C'est un peu froid, mais vous pourriez le toucher. C'est un nouvel état de la matière. C'est un peu comparable à la transition, par exemple, entre l'eau liquide et l'eau solide, qu'on appelle la glace. C'est une transition de phase, mais une transition de phase vers un état quantique cohérent. Donc voilà une photo. Ça a été réalisé pour la première fois en 1938 par Kapitsa, Allen et Missner, donc à des températures relativement basses, 2 Kelvin, c'est-à-dire à peu près moins 200, alors je ne sais pas si je dois dire 71 ou 71, parce que Nicolas me surveille, degrés Celsius, mais vous voyez ici le liquide hélium 4, qui est, donc toutes les particules sont dans essentiellement le même état quantique macroscopique. Et puis, plus proche de nous, dans les atomes froids, on a entendu parler par Christophe Salomon d'atomes piégés par laser et comment on fait des horloges atomiques avec. Dans les atomes de rubidium, en 1995, il y a eu la possibilité de refroidir en utilisant des techniques, ça a déjà été mentionné, qui ont été découvertes par Bill Phillips, Claude Cohen-Tanucci et Steve Chu, de refroidir ces atomes suffisamment bas pour que cette transition soit observée. Voilà le tracé de la probabilité de trouver les particules. Donc ça, c'est des coordonnées XY dans certains états. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et vous voyez qu'en dessous d'une certaine température, pouf, il y a un gros pic qui apparaît ici. Ça veut dire que toutes les particules vont dans le même état quantique. Notez l'échelle de température, c'est 50 nanokelvin, c'est-à-dire c'est 10-9, pardon, qu'est-ce que je dis, millimicro. Pardon, 5-10-8, oui, 50-10-9, c'est ça, Kelvin, donc c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus froid que l'hélium 4, mais c'est le même phénomène qui se produit dans les deux événements. Et pour ça, Eric Cornell, Wolfgang Ketterle et Carl Weimann ont eu le prix Nobel de physique donc en 2001. Alors, est-ce que cet état, c'est une curiosité de laboratoire, ou est-ce qu'il a des propriétés spéciales? Il faut quand même que je surveille le temps. Qu'est-ce qui se passe si vous essayez de faire couler un fluide? Vous voyez qu'un fluide, si vous essayez de le faire couler, les particules sont diffusées par des impuretés. Et c'est pour ça que vous avez une friction quand vous avez le fluide qui coule sur des impuretés. Mais maintenant, si vous avez ces objets dans un seul état quantique, vous voyez que si une impureté essayait de diffuser un atome, eh bien, vous violez le principe disant que tous les atomes doivent être dans le même état. Donc, c'est interdit. Donc, il n'y a pas de friction
et c'est ce qu'on appelle la suprafluidité. Vous avez le fluide qui coule sans aucune résistance. La seule possibilité, ça serait que chaque atome soit diffusé simultanément, et comme vous en avez à nouveau 100 000 milliards de milliards, ben vous auriez meilleur temps de jouer au loto et vous arriveriez à gagner. Je vois Sébastien qui n'est pas d'accord, mais c'est une conférence grand public, donc mon explication tient le coup. Voilà. Je vais vous montrer un petit film qui est tiré de la BBC. Vous avez un dewar ici, enfin un beaker qui est bouché à l'emery, c'est-à-dire le fond est entièrement opaque pour un fluide normal. Et voilà l'hélium 4 qui va devenir suprafluide. Et vous voyez ce qui se passe, ça fuit comme un panier percé parce que le moindre petit trou permet au fluide de s'évacuer. Alors c'est même mieux ici. Vous voyez un vase et vous avez l'impression qu'il y a un trou là. Il n'y a pas de trou, en fait. C'est que le fluide sait très bien qu'il a une énergie plus basse en bas, donc il remonte le long des parois et il descend pour aller couler sur la table. Alors, évidemment, si vous faites ça avec du jus d'orange, ça ne marche pas, parce qu'il y a la friction qui empêche le fluide de remonter, mais pas pour un suprafluide. Donc, à la fin, le truc va se vider, parce que le fluide peut couler. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, je dirais, pour le moment, et là, je vais me faire tuer par Sébastien, à pas grand-chose dans cette forme actuelle, sauf pour faire des jolies théories, des jolies expériences, mais on va dire, l'hélium étant neutre, on n'arrive pas facilement à mettre ça en mouvement. Par contre, où ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, c'est quand on a des particules chargées. Donc les électrons dans un solide, ils ont subi un peu la même aventure. Les gens se posaient la question de savoir quelle était la dépendance de la résistance des corps en fonction de la température. Vous voyez qu'il y a 3 prédictions ici, et personne n'arrivait à faire la manip, jusqu'à M. Kamerlingh-Onnes, qui a liquéfié pour la première fois des gaz, et donc qui avait le froid à sa disposition. Et Kamerlingh-Onnes et son collaborateur Holst ont fait l'expérience. Évidemment, ils ont trouvé qu'aucune des prédictions n'était correcte, mais que c'était un troisième résultat qui allait se produire, c'est-à-dire que la résistance chutait brutalement à zéro. Donc on a l'impression qu'effectivement, il y a à nouveau transport de courant sans perte, mais cette fois-ci, vous pouvez mettre les électrons en mouvement avec un champ électrique. Et donc, c'est ce que les gens ont appelé la supraconductivité. Ça a été découvert en 1911, donc avant la suprafluidité. Et là, il n'était pas question de parler de condensation de Bose-Einstein. Quelle horreur! Il s'agit de fermions. Il s'agit de particules qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas envie d'être dans le même état quantique. Mais alors, quelle est l'explication? Alors, ça a suivi un long chemin, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des effets bizarres qui se produisent. L'effet Meissner, vous en avez sur la plaquette, vous voyez un aimant qui lévite au-dessus d'un supraconducteur. Alors, pourquoi? Ça a été compris, ça a été découvert par ces gentlemen ici, Meissner et Ochsenfeld, en 1933, et expliqué par les frères London peu de temps après, qui se sont dit, après tout, si dans ce supra, il peut y avoir du courant sans perte, ça va tourner ici, ça va faire comme un solénoïde, et du coup, ça va repousser l'aimant. Très, très bien. Et plus tard, est arrivée une théorie qui a expliqué pourquoi se produisait ceci. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans la théorie, mais l'idée est qu'on va ignorer d'abord la répulsion entre deux électrons. Alors, vous allez me dire pourquoi, ça, je ne vous le dirai pas. Posez-moi la question. On va ignorer ça, mais on va se dire que dans le réseau du solide, si le réseau peut se déformer, quand un électron passe, il attire les ions, il attire les charges positives, et donc un deuxième électron qui arriverait verrait un potentiel plus agréable à cet endroit-là, et du coup, ça va lier deux électrons ensemble. Alors normalement, ils ne devraient pas se lier, mais à nouveau, grâce au principe de Pauli et des petites subtilités dans le calcul, vous arrivez à faire un état lié, deux électrons, deux fermions, ça fait un boson, et du coup, on retombe sur la condensation de Bose-Einstein. Ça, c'est la théorie dite Bardeen, Cooper et Schrieffer, qui ont eu pour ça le prix Nobel en 1971. Je fais au passage remarquer que vous revoyez Bardeen. C'est le seul physicien qui a eu 2 fois le prix Nobel de physique, une fois pour le transistor, une fois pour l'explication de la supraconductivité. Les 2 fois des choses purement fondamentales, mais comme vous allez voir, qui ont pas mal changé nos vies. Alors ça a été en 1957. Il faut 46 ans pour arriver d'aller de l'observation expérimentale à l'explication de ce qui s'est passé. Ce n'est pas que les gens étaient fainéants, il a fallu inventer la mécanique quantique entre-temps, il a fallu inventer la seconde quantification, et il a fallu comprendre quel était l'hamiltonien de départ à garder, quels étaient les bons ingrédients physiques à garder, et ce n'est pas facile. Donc à nouveau, si vous avez un financement sur 3 ans, vous voyez que vous n'êtes pas prêt de trouver la solution de la supraconductivité. Donc il faut accepter des investissements à long terme si on veut que des révolutions puissent se passer. Alors, je vais peut-être
vous montrer très brièvement ce petit film, parce qu'en fait, je vous ai menti honteusement. Je vous ai dit que les propriétés des supraconducteurs étaient liées à cet effet Meissner, enfin, il y avait des choses comme ça. Alors, vous voyez, ça c'est génial, on peut faire des trains qui lévitent et tout, parce que ça repousse des champs magnétiques. Vous voyez ici, par exemple, un supraconducteur qui lévite sur une piste d'aimant, mais vous n'avez pas l'impression que je vous ai donné une explication fantaisiste. Le fait que le supraconducteur repousse les champs magnétiques, et donc c'est le compromis entre gravité et champ magnétique qui fait que ça tient comme ça. Et alors, comme toujours en physique, c'est une discipline expérimentale, donc vous faites l'expérience. Vous voulez voir si c'est un équilibre entre la répulsion et la gravité. Et donc, vous retournez. Et ça tient. Donc, c'est faux ce que j'ai dit. C'est pas juste une répulsion comme ça. La raison pour laquelle ça se passe comme ça, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est qu'en fait, le champ magnétique pénètre sous forme de filaments, d'objets eux-mêmes quantifiés. Le fluide supraconducteur ne tourne pas de façon continue dans le solide, mais tourne avec ce qu'on appelle des quantas de flux. Et ça a été découvert par un physicien russe qui s'appelle Abrikosov, qui a eu le prix Nobel pour ça, et c'est ce qu'on appelle le réseau d'Abrikosov. Et donc, en fait, quand vous mettez les supras sous champ magnétique, ce réseau d'Abrikosov se forme. Alors, vous allez dire, ouais, c'est très bien. Alors, on peut le voir. Voilà des très belles images du réseau d'Abrikosov, faites par une technique qu'on appelle le microscope à effet tunnel. Et si vous prenez la physique des atomes froids, vous pouvez également le voir. Vous prenez une cuillère, vous les mettez dans vos atomes froids. Alors, la cuillère, c'est un laser. Hein. Vous la mettez dans les atomes froids et vous touillez comme ça. Et vous faites des petits cylindres de rotation, comme ça, et vous vous imagez, et vous voyez très nettement, c'est vu par-dessus, disons, vous voyez les têtes de cylindres ici, qui dénotent le fait que la rotation pénètre uniquement dans des endroits particuliers du matériau. Alors, ça marche pour les fermions, mais ça marche aussi pour les bosons, donc là, BEC, condensat de Bose-Einstein condensate. Et donc, vous voyez que finalement, cette physique est assez continue. Et ça, ce sont des expériences de Martin Sweerlein et Wolfgang Ketterle aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ça ? Ben, imaginez que vous vouliez utiliser les supraconducteurs. Vous voulez faire passer un courant. Oui, mais il y a un tube de flux magnétique ici. Donc, la bonne vieille force de Lorentz vous dit qu'il y a une force qui va s'exercer et qui va faire bouger le tube de flux magnétique. Donc, votre vortex, ici, va bouger. Mais s'il bouge, la relativité vous dit qu'un champ magnétique qui bouge, ça génère un champ électrique. Donc, il y a un champ électrique dans la direction du courant. Ben, ça s'appelle une résistance normale. Et en fait, quand vous faites le calcul, qui a été fait par Bardeen, vous apercevez que vous avez en fait un très mauvais métal, dont la résistance est approximativement la résistance de l'état normal, divisée par 1/10 ou 1/100. Et donc, c'est une catastrophe. Vous perdez votre supraconductivité pour des applications. Oui, mais il y a une technique. Vous empêchez les vortex de bouger. Et pour ça, vous obtenez ce paradoxe remarquable que, en fait, si vous voulez un bon supraconducteur, il faut lui mettre du désordre dedans. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on fait pour les métaux normaux. Vous êtes obligé de mettre des cochonneries à l'intérieur pour que ça marche mieux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça a ouvert tout un champ de recherche. Donc là, ça rejoint mes propres recherches sur le sujet, où vous inquiétez de l'effet du désordre sur des supraconducteurs. Je vais passer ça parce que mon temps commence à être limité. Et plutôt vous parler d'application de la supraconductivité. Donc, évidemment, les supras, la première application, c'est de dire on va transporter du courant sans perte et du coup, de faire des câbles supraconducteurs. Alors, j'ai pris ici quelques exemples de câbles supraconducteurs qui m'ont été aimablement prêtés par mon collègue Carmine Senatore de l'Université de Genève, dont le métier est de fabriquer des câbles et de faire des applications de la supraconductivité. Vous voyez qu'avec un petit câble comme ça, vous transportez autant de courant que dans les 3 gros câbles de cuivre là, que vous voyez. Donc, faites-les circuler, mais je voudrais les récupérer à la fin, sinon Carmine va me... Ça, c'est l'élément du fer. Donc ça, c'est du niobium titane, et ça, c'est un supraconducteur qu'on appelle MgB2. Alors, en anglais, c'est magnesium diboride. En français, je ne sais pas comment on dit, un chimiste, diborure de magnésium, quelque chose comme ça. Voilà, bon, très très bien. Alors, on peut penser que c'est de la science-fiction, donc faites-les passer, faites-les circuler. On peut penser que c'est de la science-fiction, mais pas du tout. Vous avez déjà des câbles supraconducteurs transportant le courant sans perte qui sont en service, notamment à Long Island, par exemple, aux États-Unis.
On peut utiliser le fait que vous avez des aimants, évidemment, qui ne vont pas dissiper d'énergie. Donc vous pouvez faire des trains à lévitation, il y a déjà des prototypes. Vous pouvez faire au CERN des aimants qui vont confiner le faisceau, 25 km d'aimants supraconducteurs au CERN. Alors la petite histoire, c'est qu'ils sont refroidis par de l'hélium qui est suprafluide, donc vous imaginez la moindre fuite dans les 25 km de tunnel, ça se traduit par des grosses fuites. Voilà, donc il faut s'assurer que, évidemment, tout soit impeccable, donc ça pousse la technologie également pour ça. La plus grosse application à ce jour de la supraconductivité, c'est évidemment l'imagerie par résonance magnétique, donc on a déjà entendu parler. Vous avez besoin d'un gros aimant. Comment est-ce que vous faites un gros aimant? Soit vous faites passer beaucoup de courant dans un solénoïde, soit si vous avez un câble supraconducteur, c'est simple. Vous envoyez du courant à la fabrication de l'aimant et vous bouclez le câble sur lui-même. Et le courant tourne éternellement, sans jamais s'arrêter, puisqu'il n'y a aucune dissipation. Donc vous avez un gros aimant de frigidaire, si vous voulez, mais avec un champ un peu plus élevé, simplement qui a été créé à la fabrication de l'objet. Il faut juste maintenir le supraconducteur au froid, sinon, évidemment, tout s'arrête. Voilà. Donc ça, vous avez des aimants de plusieurs Tesla qui sont réalisés comme ça. Il y a d'autres applications qui utilisent un effet plus subtil, que je ne vais pas détailler, je vais passer peut-être sur ce transparent, qu'on appelle l'effet Josephson, qui a été découvert après, et qui permet de mesurer des champs magnétiques extrêmement petits. Voilà le champ magnétique terrestre. Voilà le champ magnétique, donc vous voyez, on perd un facteur 1000 à chaque fois. Voilà le champ magnétique créé par le cœur humain, et voilà le champ magnétique créé par le cerveau humain. Et ça, c'est ce que les squids sont capables de mesurer. Donc c'est Superconducting Quantum Interference Device. C'est des dispositifs qui utilisent les supraconducteurs pour mesurer des très petits champs magnétiques. Je vais juste vous montrer une application, c'est la magnétocardiographie. Vous avez ici un détecteur de champs magnétiques, vous avez une mère avec son enfant, et vous êtes capable de détecter les battements du cœur et de la mère et de l'enfant, sans aucune invasion, évidemment, c'est simplement comme si vous posiez un stéthoscope sur le ventre de la mère, et donc vérifier que tout se passe bien. Voilà la force du champ magnétique, c'est 1/10 de la force du champ magnétique terrestre. On peut faire la même chose, j'ai des images, mais je ne vais pas avoir le temps de vous les montrer, avec l'activité du cerveau humain. Donc vous avez un casque sur lequel il y a des squids, et suivant l'activité du cerveau humain, vous pouvez détecter quelles sont les zones du cerveau qui sont activées grâce à ces applications. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, ou du moins j'ai à peu près terminé. Pour le moment, on a subi ce principe d'indiscernabilité. On a pris ce que la nature nous a donné, ça nous a déjà donné des choses magnifiques. Ça nous a donné l'électronique, ça nous a donné la suprafluidité, ça nous a donné la supraconductivité. Mais peut-être que si on arrive vraiment à maîtriser ce principe d'indiscernabilité, eh bien, on ira plus loin que ce que l'intrication a été. Souvent, on appelle l'intrication la deuxième révolution quantique. Peut-être qu'on va arriver à faire aussi la troisième révolution quantique. Et là, il va falloir vraiment utiliser les matériaux et trouver des nouvelles fonctionnalités des matériaux, par exemple des matériaux qui soient capables de transformer la chaleur en électricité, alors pas à 100% évidemment, on ne peut pas, mais de la façon la plus efficace possible. Et pour ça, il va falloir se poser la question de ce que font les corrélations entre électrons, ce que font les interactions entre électrons, qu'on a pour le moment plutôt passé sous le tapis, pour de très bonnes raisons, pour lesquelles je n'ai pas le temps de rentrer. Alors un exemple qui a déjà produit des résultats remarquables, c'est en 1986 la découverte de nouveaux supraconducteurs. Voilà ce qu'il y avait avant, voilà la température des supraconducteurs, et voilà ce que les nouveaux supraconducteurs ont apporté en changement de température critique. Personne ne sait comment ils marchent pour le moment. On pense que les interactions entre électrons sont cruciales. On peut faire de la haute couture sur des matériaux, créer des matériaux maintenant en empilant des couches d'un matériau et en empilant des couches d'un autre matériau, et ça donne des propriétés émergentes à l'interface. Là, il y a un film supraconducteur qui apparaît simplement naturellement à l'interface entre ces matériaux. Et évidemment, pour un théoricien, on veut comprendre les effets d'interaction, mais on a à nouveau nos 100 000 milliards de particules qui sont toutes couplées, qui ont des fonctions d'onde qui doivent être totalement symétrisées ou antisymétrisées. Donc c'est très compliqué, et pour des raisons très spécifiques à la mécanique quantique, même si on essaye de mettre ça sur un ordinateur gigantesque, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Donc on a besoin de nouvelles idées, de nouvelles techniques de mesure.
Je passe rapidement. Voilà par exemple la création d'un laser à électrons libres pour essayer d'avoir des mesures permettant de sonder la matière avec cette échelle de temps dont on a déjà entendu parler. On a besoin de simulateurs quantiques qui peuvent venir d'un autre domaine de la physique, des atomes ultra-froids. Voilà par exemple une expérience en matière condensée, transporter du courant entre deux supraconducteurs. Voilà le même style d'expérience fait par des atomes piégés dans des lasers, permettant de maîtriser de façon très très fine les paramètres de l'expérience. Et peut-être, comme Carlo Benacher vous l'expliquera, on arrivera à faire des ordinateurs quantiques. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce petit tour d'horizon. La conclusion, c'est que oui, on peut toucher la mécanique quantique et on le fait à chaque instant de notre quotidien. Il y a une faute d'orthographe. On a des effets merveilleux, la supraconductivité et la suprafluidité, qui sont des conséquences du principe d'indiscernabilité. Et si on arrive à comprendre les interactions, peut-être nous aurons une troisième révolution quantique. Donc je vous remercie de votre attention. C'est un monde à explorer et qui va du fondamental aux applications. Merci. Merci. Des questions, s'il vous plaît. Oh, tout le monde est sage. Personne n'ose. Non? Oui? Non? Pardon. Oui, je vous en prie. Oui. Alors, ces deux-là, alors le premier, le niobium titane, c'est un vieux supra. Donc, c'est des températures de l'ordre de 30 Kelvin, c'est-à-dire moins 240 degrés. Mais par contre, on maîtrise très bien la technologie pour fabriquer des aimants avec. Et du coup, c'est utilisé dans les applications où il faut une fiabilité très élevée. L'autre supra, c'est très amusant, c'est aussi un TC relativement bas, c'est-à-dire, on va dire, une quarantaine de Kelvin, une cinquantaine, je ne sais pas si tu te souviens, MGB2, précisément du TC. 38, voilà, donc quarantaine. Mais alors c'est amusant parce que alors lui par contre il se fabrique très bien en fil. Donc il est très agréable. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on pourrait penser que c'est un composé qui a été trouvé comme les autres dans les années 60. Ben, ils l'ont raté dans la table périodique. Ils n'ont pas combiné toutes les cochonneries avec toutes les cochonneries. Et ils ont raté MGB2. Ils ont fait NBSC2, NBSC3, etc. Et donc il y a besoin à nouveau d'une aide théorique, d'une aide pour comprendre peut-être quels sont les composés qu'on peut mélanger. Parce que essayer tous les composés avec tous les composés dans la table périodique, c'est difficile. Mais voilà, ça c'est des bas TC. Les hauts TC sont plutôt à moins, on va dire, 270, ouais, allez, moins 140 degrés. Donc c'est beaucoup plus haut. Beaucoup plus. En tant que théoricien, il me semble que maintenant on est capable de faire de la conception de matériaux a priori, grâce à des calculs quantiques tout à fait performants et fiables. Qu'en penses-tu? Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu un progrès absolument extraordinaire? Alors, il y a eu des progrès. Alors, quand je dis, évidemment, il faut qu'on comprenne les interactions, la communauté de physique ne m'a pas attendu pour travailler sur cette question. C'est quelque chose qui a déjà commencé dans les années, on va dire, enfin, dès le début. Il y a eu notamment des progrès fantastiques qui ont été faits par la personne qui est derrière moi, qui est Philippe Nozière, qui a inventé un grand nombre de techniques qui sont utilisées pour maîtriser les interactions dans les solides. Depuis le développement gigantesque des ordinateurs, il y a eu aussi des développements et intellectuels, c'est-à-dire des nouveaux concepts de programmes et techniques, simplement la puissance des ordinateurs qui augmente. Donc on va de plus en plus vers une maîtrise de ces objets, mais il reste quand même une barrière qui est le fait que les ordinateurs simulent des objets classiques et le fait d'avoir à antisymétriser la fonction d'onde met une barrière sur nos capacités à résoudre ce genre de problème. Je dirais les bosons, maintenant on est vraiment dans de très bonnes conditions pour faire tout un tas de prédictions. Les fermions, ça résiste encore. Ça résiste encore. Donc il y a eu d'énormes progrès de fait, mais on n'est pas encore au point où on peut se passer totalement de quelqu'un dans le labo qui mélange les poudres et MGB2 en est un bon exemple. Denis Jérôme et Michel Pouchard. Oui, je pourrais rebondir à la fois sur la remarque de Sébastien et sur ton exposé. Je voudrais quand même faire remarquer que la théorie avait prévu
la supra de l'hydrogène solide avant qu'elle soit découverte à peu près à température ambiante, sous évidemment quelques mégabars. Voilà, mais ça répond à la fois à la remarque de Sébastien, c'est quand même que la théorie maintenant peut faire des choses fantastiques. Donc je dirais il y a deux types de matériaux. Alors la classification, vous allez voir, est assez spéciale. Donc il y a une théorie dans les années 50 qui a été donnée par le grand physicien soviétique Lev Landau, qu'on appelle la théorie des liquides de Fermi, qui vous explique en gros que vous pouvez oublier les interactions. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette théorie. Donc, il y a des matériaux qui suivent à peu près ce genre de choses, et ceux-là, on sait faire des choses dessus. Et puis, il y en a d'autres, et pour vous montrer à quel point on les maîtrise mal, c'est qu'on n'est même pas capable de les caractériser par un nom, on les appelle les non-liquides de Fermi. Donc, imaginez que vous appeliez tous les fruits des non-bananes. Ça veut dire que vous ne savez pas très bien ce que vous avez sur le marché. Et ces matériaux-là, ils résistent aux simulations numériques, ils résistent au calcul analytique, ils résistent à tout pour le moment. Donc si on arrive à craquer la noix des non-liquides de Fermi et d'avoir aussi des calculs pour ces matériaux-là, par exemple les OTC, pour le moment, on ne sait pas très bien comment ils fonctionnent. On s'en approche, mais pour le moment, l'obstacle recule au fur et à mesure qu'on avance. L'hydrogène, c'est plus simple. L'hydrogène est beaucoup plus simple. Michel et Brochet, ce seront les dernières questions. Dans le prolongement de ce que vient de dire Jérôme, finalement, simplement, le sulfure d'hydrogène a été préparé sous des mégabars de pression. Il se décompose en H3S et il a une TC de l'ordre de 190 Kelvin. Et on a même montré que le mécanisme était bien un mécanisme phononique BCS, puisque en remplaçant l'hydrogène par le deutérium, on avait un décalage de TC. Absolument. Donc, ça doit être le record actuel expérimental. Tout à fait. Mais évidemment, c'est dans des conditions... Mais sous des conditions de pression qui font que, pour le moment, ça n'est pas utile. Mais le point le plus important, c'est de dire que ces matériaux-là sont des matériaux pour lesquels, in fine, les interactions entre électrons ne sont pas difficiles à traiter, c'est-à-dire ne jouent pas un rôle crucial dans la physique du matériau. Et je dirais maintenant, ces matériaux-là, on sait bien les traiter numériquement, c'est-à-dire il y a des calculs démarrant avec Walter Kohn, mais je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais on sait faire des choses dessus. Maintenant, à nouveau, il y en a d'autres pour lesquels les interactions jouent vraiment un rôle clé dans la structure des matériaux. Et là, les gens s'essayent. Alors, suivant la dimension, il y a des techniques. En haute dimension, c'est la Dynamical Mean Field Theory de mon ami Antoine Georges. En basse dimension, c'est des techniques dites de bosonisation ou de calcul de density matrix renormalization. Bon, là, je jette des mots, mais simplement pour vous dire qu'on essaye d'avoir les outils qui nous permettent de traiter ce qu'on appelle les matériaux fortement corrélés. Et cela, on se casse les dents encore dessus joyeusement. Mais c'est ce qui rend la vie intéressante. J'avais juste un commentaire qui est que la situation est assez différente pour faire des matériaux sur mesure suivant la nature des propriétés qu'on regarde. Absolument. C'est-à-dire, si je regarde une température critique, j'imagine très bien qu'on peut avoir le genre d'outil dont tu parles. Et d'une certaine manière, la variable d'ajustement, l'outil, c'est la chimie. Je change la chimie ou la cristallo du système. Maintenant, si je regardais des champs critiques, la question qui devient à chimie constante, on peut avoir la microstructure qui change. Absolument. Tout, et c'est plus du tout les mêmes outils qui vont permettre d'optimiser la chose. Donc, mais je pense que c'est important de distinguer ces deux classes de propriétés parce que les outils de modélisation ne sont pas les mêmes. Je suis 100% d'accord avec toi. Et je pense que même au-delà de la modélisation sur un ordinateur, trouver les bons concepts, pour moi, ce qui fait la beauté et la force de BCS, c'est qu'ils ont compris, j'avais entendu un exposé de Schrieffer où il racontait les théories qu'avaient proposées des géants comme Fermi, comme Landau, etc. Mais maintenant, c'est à se taper les fesses par terre, quoi. C'est à rigoler, à mourir de rire de voir ce que ces gens, qui sont des géants de la physique, avaient suggéré pour expliquer la supraconductivité à OTC, alors que quand on connaît la solution, c'est si simple. Donc l'idée de trouver les bons concepts, les bons outils, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, dès qu'il va y avoir du désordre, des choses, des câbles supra, par exemple, c'est essai-erreur pour trouver comment mettre bien les impuretés à l'intérieur. Il ne faut pas compter sur un calcul numérique pour aider ce genre de choses, en tout cas pas directement. Absolument. Ce que je voulais simplement dire, c'est que malheureusement, les deux communautés qui ont ces deux types d'outils ne se rencontrent pas assez souvent. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Merci beaucoup. Merci.